Quand on dit Victor Hugo, on pense tout de suite, bien sûr, aux Misérables, à Notre-Dame de Paris, les grands classiques. Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière le géant de la littérature, il y avait aussi un militant, un activiste féroce. Et son arme la plus puissante, eh bien, ce n'était pas une épée, ni même ses discours, c'était quelque chose de beaucoup, beaucoup plus surprenant. Voilà, cette phrase, lâchée en 1848, résume tout. C'est le combat de sa vie. Pour Hugo, la guillotine, ce n'était pas de la justice, c'était tout le contraire, la marque même de la sauvagerie, une conviction qu'il va défendre bec et ongle. 75. Juste un chiffre, comme ça, posé là. C'est brutal. Ça ne veut rien dire et en même temps, on sent que c'est lourd. Mais qu'est-ce que ça peut bien représenter? Et voilà la réponse. 75 exécutions publiques par an. En moyenne, ça veut dire qu'environ tous les 5 jours, une tête tombait sur une place publique en France. C'est dans ce climat-là que Victor Hugo a décidé de se lancer dans la bataille. Bon, alors la vraie question, elle est là. Comment on fait, concrètement, pour se battre contre un bourreau d'État avec juste des mots? Et surtout, comment Victor Hugo a-t-il pu faire d'un objet aussi banal qu'une fenêtre une véritable arme contre la guillotine? C'est ça qu'on va aller voir de plus près. Parce qu'attention, ce n'était pas juste un petit engagement à côté. Non, pour Hugo, c'était une guerre. Une guerre qu'il a menée toute sa vie, contre ce qu'il appelait un meurtre légal. Et cette guerre, elle ne commence pas à l'âge adulte. Non, ça remonte à son enfance. Il a été marqué au fer rouge, hanté par la vision de la guillotine. Ce n'est donc pas une posture d'intellectuel, c'est une blessure, une obsession qui va nourrir tout son travail. Et pour mener cette guerre, il va créer une arme d'une puissance totalement inédite. Pas un essai politique, pas un pamphlet, non, un roman. Un roman pensé pour nous forcer à ressentir, pour changer les mentalités de l'intérieur. L'idée, pour l'époque, est complètement folle, radicale. Il ne va pas nous décrire ce que vit un condamné, il va nous mettre à sa place. En utilisant le jeu, il nous enferme dans la cellule avec lui. On n'est plus un simple lecteur, on devient le condamné. L'horreur abstraite devient soudain très personnelle. Ça commence comme ça. Dès la première phrase, le piège se referme, on est dedans, on est seul avec cette pensée, glacé par sa présence. Le compte à rebours est lancé et il n'y a aucune issue. C'est un véritable coup de poing littéraire et moral. Mais là où ça devient vraiment génial, c'est dans la manière dont il s'y prend. Hugo va s'appuyer sur un élément tout simple, un objet du quotidien, pour construire toute son argumentation. Et cet objet, c'est la fenêtre. Alors, il y a un terme un peu technique pour ça, les spécialistes appellent ça un hypersigne. Mais en gros, pour faire simple, c'est quoi? C'est un symbole central, un objet qui revient tout le temps et qui à lui seul porte tout le sens de l'histoire. C'est la clé de voûte du récit si on veut. Et dans le roman de Hugo, eh bien cet hypersigne, c'est la fenêtre. Et c'est là qu'on touche au génie du Hugo. Il nous montre comment le même objet, la fenêtre du tribunal, est vue de deux manières totalement différentes. Pour le condamné, un rayon de soleil à travers cette fenêtre, c'est un signe d'espoir, de vie, de liberté possible. Pour les juges, qui somnolentent à moitié, c'est une ouverture dans un mur, un détail sans aucune importance. Ce tableau résume tout. D'un côté, on a des juges pour qui la fenêtre est opaque. Elle ne signifie rien. Ils sont indifférents, incapables de voir l'humain derrière le dossier. Et de l'autre, on a le prisonnier, pour qui cette même fenêtre est transparente, pleine de sens, d'espoir, de désespoir. C'est une critique féroce d'une justice déshumanisée, une justice qui ne sait plus lire les signes de l'humanité. Et Hugo ne s'arrête pas là. Il va nous faire un voyage, un véritable chemin de croix psychologique, en utilisant différentes fenêtres pour démolir chaque espoir, l'un après l'autre. Ce voyage est terrible. Au début, il y a la fenêtre du tribunal, une fausse promesse de vie. Puis, à la prison de Bicêtre, la fenêtre ne donne plus sur le ciel, mais sur le pire de l'humanité, le ferrage des forçats, un spectacle d'une cruauté sans nom. Et enfin, l'ultime étape, la charrette, qui est comme une dernière fenêtre ouverte sur un monde qui se réjouit de sa mort. Cette phrase du condamné est absolument glaciale. Il a compris. Sa mort n'est pas un acte de justice. C'est un spectacle, un divertissement pour la foule. Une sorte de fête barbare où on vient se délecter de la souffrance d'un autre. Mais pour Hugo, écrire ce livre, ce n'était que le début. C'était sa déclaration de guerre. Il a ensuite pris cette arme qu'il venait de créer et il l'a emmenée sur le champ de bataille politique.
Son roman a été le carburant de son action. Il s'est servi du choc provoqué par le livre pour descendre dans l'arène politique. Ses discours à l'Assemblée sont devenus mythiques. Il écrivait des articles, des lettres ouvertes. Il n'hésitait pas à intervenir personnellement pour sauver des têtes, en donnant des noms, en racontant des histoires. Et même en exil, sa voix a continué de porter, faisant de lui le porte-parole mondial de l'abolition. Bon, mais au final, tout ça, est-ce que ça a marché? Quel a été l'impact réel de cette lutte acharnée? Eh bien, la victoire a été longue, très longue, à se dessiner. Quand on regarde cette chronologie, on se rend compte du temps qu'il a fallu. Plus de 150 ans entre la parution du roman et l'abolition définitive en 1981. Le livre de Hugo n'a pas été un interrupteur, mais plutôt une graine. Une graine qui a mis 1 siècle et demi à germer. Et c'est sans doute ça, la plus grande leçon. Une œuvre d'art ne change pas la loi d'un claquement de doigts, mais elle peut faire bien plus. Elle peut transformer la culture. Elle peut rendre l'insoutenable visible, l'inhumain palpable. Hugo a rendu impossible pour la société de continuer à ignorer la souffrance derrière la sentence. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour aujourd'hui. L'histoire de Hugo, elle nous prouve une chose. Les récits, les histoires qu'on se raconte ont un pouvoir absolument immense. Ce ne sont pas juste des distractions, non. Ça peut être de véritables armes, des leviers capables de soulever la conscience collective. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les guillotines de notre époque ? Et quelles histoires racontons-nous aujourd'hui pour, peut-être, les faire tomber demain ?